Ce sont des hommes, des femmes engagés dans la vie associative. Ce sont des chefs d'entreprise engagés aux côtés de ces associations. C'est le Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et la Banque Populaire Grand Ouest, au travers de sa fondation, qui ont décidé d'être solidaires tous ensemble pour pouvoir doter ces associations de plus de moyens. Et vous pouvez vous engager à nos côtés en likant, partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr. Le podcast solidaire, c'est être engagé. On compte sur vous. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans le podcast solidaire, le premier podcast qui rapporte quand on l'écoute, un podcast qui, vous le savez désormais, fonctionne de la manière suivante: plus vous le partagez, plus vous le likez, plus vous l'écoutez, plus une association recevra une dotation équivalente au nombre d'interactions sur les réseaux sociaux. Donc, votre action d'écoutant est importante. Comme je le dis souvent, vous pouvez être généreux grâce à vos oreilles et vos petits doigts. Dans ce nouvel épisode, nous allons évoquer la question du maritime, puisque la Fondation Grand Ouest de la Banque Populaire lance en ce début septembre un nouvel appel à projet pour les associations du territoire engagées dans la solidarité, la biodiversité liée à une action maritime. Un appel à projet qui se terminera à la fin du mois d'octobre, qui commence là tout début septembre. Vous avez donc 2 mois pour déposer votre projet. Qui dit podcast solidaire dit aussi parrainage ou marrainage, et c'est une marraine qui nous a fait la joie d'accepter l'invitation du podcast solidaire. Il s'agit d'une navigatrice, d'une femme politique, députée européenne, d'une présidente d'association. Elle préside une association qu'elle a elle-même créée pour la protection et la promotion des océans. Il s'agit de Catherine Chabot. Elle sera donc l'invitée de la première partie de ce podcast. Comme vous le savez, lorsqu'on évoque un appel à projet, on aime aussi parler des acteurs et des lauréats, ce qui sera chose faite dans la deuxième partie de ce podcast. On retrouvera le président de l'association Coup de cœur, prix Coup de cœur de l'appel à projet 2020. Il s'agit des Paniers de la Mer. Les Paniers de la Mer, c'est une association qui lie gaspillage, le bien manger et l'insertion par l'emploi. On verra avec son président de quoi il retourne très exactement d'ici une petite quinzaine de minutes. Et puis à la toute fin de ce podcast, on retrouvera 2 administrateurs de la Fondation Grand Ouest. Avec eux, on évoquera justement cet appel à projet d'une manière peut-être plus technique et pragmatique. Il s'agit de Jacques Pierson et de Philippe Renaudin. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Vous avez le sommaire, vous avez le programme de ce podcast. On commence tout de suite avec notre première invitée. Il s'agit de notre marraine, il s'agit de Catherine Chabot. Il est donc temps de retrouver notre première invitée. Il s'agit de Catherine Chabot, qui est navigatrice, journaliste et députée européenne depuis 2019. Bonjour Catherine Chabot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans ce podcast solidaire. Avec vous, on va évoquer, on aime bien avoir des grands témoins. On avait commencé avec Gaëtan Roussel pour le premier appel à projet culture. On a continué avec l'appel à projet recherche avec Jean-Louis Etienne. Vous êtes donc notre 3e expert et en même temps la marraine de ce podcast. Alors on sait que les objectifs de l'agenda 2030 posent la question de l'eau, en particulier le 14 qui est au cœur des océans. Pourquoi aujourd'hui il y a un lien important entre climat et objectifs du développement durable, océan et climat? Quel est le lien entre les deux? Alors, en plus, vous parlez à quelqu'un. Je suis cofondatrice de la plateforme Océan et Climat. Exactement, c'est bien pour ça que je vous pose la question. Que j'ai cofondé en 2014 avec tout un tas d'acteurs, des ONG, des scientifiques, mais aussi le secteur privé, etc. Tout simplement parce que l'océan, alors qu'il fournit la moitié de l'oxygène que nous respirons au travers de la photosynthèse, alors qu'il absorbe un tiers de nos émissions de CO2, l'océan est totalement absent ou a longtemps, jusqu'à l'accord de Paris, était totalement ignoré de la négociation climatique. Et à la COP21, il a fait son introduction de manière, on va dire modeste mais ferme. Il est rentré dans le préambule de l'accord de Paris, juste mentionné comme étant un écosystème essentiel pour l'équilibre du climat. Et en fait, c'est toute cette machine climatique, ces échanges d'énergie entre la mer et l'atmosphère que
que ce soit physico-chimiques ou biologiques, qui participent véritablement à faire de l'océan un atout essentiel de notre climat. Pourquoi est-ce qu'il était oublié? Parce que la mer est bleue et qu'on ne s'aperçoit pas qu'elle est polluée, qu'elle a un impact? Ou est-ce que tout simplement on se cachait les yeux, on ne voulait pas le voir? Oh, tout simplement, je pense que l'océan, et c'est vrai pour les sujets climatiques, mais c'est vrai pour tous les autres sujets, on est quand même sur une planète de terriens, pas de mériens. On ne s'intéresse pas, et les gens ont peur de la mer, ne la connaissent pas bien, etc. Elle est peu explorée, hein, on la connaît pas bien. On a besoin vraiment d'augmenter la donnée scientifique pour mieux comprendre tout un tas de phénomènes. Et puis, un jour, quand j'étais membre du Conseil économique, social et environnemental, après avoir participé au Grenelle de la mer, et alors qu'on venait de créer la plateforme Océan et Climat, je pose la question, on auditionne un sénateur spécialisé sur ces grands enjeux-là, et je lui dis, mais il faut absolument faire rentrer l'océan dans l'accord de Paris, du futur accord de Paris, c'était juste avant la COP 21, et il me dit, oh mais l'océan n'a rien à faire là, la COP... les COP, ce sont des COP, les COP climat, ce sont des négociations économiques. Et en fin de compte, dans les négociations économiques, on travaille au financement de la restauration, notamment. Hein. On travaille à ce qu'on appelle l'atténuation, réduire les émissions et l'adaptation. Mais en matière d'atténuation et d'adaptation, on n'a pas compris qu'il fallait aussi restaurer les écosystèmes marins et côtiers, pas uniquement les forêts terrestres. Et donc, et quand on voit le monde de la forêt, qui est un monde parfaitement organisé pour faire entendre la voix de la forêt, comme le monde agricole, qui participe, hein, la forêt, le monde agricole participe aux émissions, mais beaucoup aussi à l'atténuation. Ils savent qu'il y a des moyens financiers à mettre en œuvre. À mettre en œuvre, etc. Et donc, c'est véritablement un sujet auquel dans lequel je suis très engagée au Parlement européen pour faire entendre la voix du carbone bleu, et ça commence à donner. J'ai réussi à convaincre la France de le mettre à l'agenda du One Ocean Summit, mais maintenant, voilà. Quels sont les leviers sur lesquels il faut agir? On parle beaucoup du 6e continent de plastique, on parle assez peu, mais ça commence à venir sur le devant de la scène avec la pollution maritime, et on voit que d'ailleurs un certain nombre d'entreprises qui rentrent dans le cadre de l'économie bleue créent aujourd'hui des premiers frets à voile. Quels sont les leviers à actionner justement pour permettre à nos océans de recréer leur écosystème, finalement, leur biodiversité maritime? Il faut agir absolument sur différents secteurs, c'est-à-dire qu'il faut d'abord bien identifier quels sont les impacts, et les impacts, on sait que c'est le réchauffement climatique, ce sont les pollutions qui viennent de la terre majoritairement, hein, pollution par les déchets, donc il faut travailler très en amont pour éviter que les déchets rejoignent la mer. Les pollutions aussi, ce qu'on appelle les pollutions diffuses, les pollutions invisibles, chimiques, qui viennent de l'agriculture, qui viennent de l'industrie, qui viennent de nos stations d'épuration qui sont pas forcément parfaitement aux normes, etc. Il faut travailler sur nos activités. Il faut travailler parce que nos activités en mer sont aussi impactantes. Il faut travailler à la restauration et à la régénération. Et on voit que partout on a mis en œuvre des solutions de restauration de l'écosystème. Là, on essaie de préserver la mangrove, les récifs coralliens. Là, on met des stations d'épuration. Eh bien, vous voyez que des écosystèmes qui étaient morts retrouvent vie, parce que la mer a une véritable résilience. Donc, il faut agir un peu tous ces compartiments du jeu. Et quand on parle des activités humaines en mer, vous évoquez le transport maritime, c'est aussi un sujet sur lequel je travaille beaucoup au Parlement européen. Il y a réduire les émissions de CO2. Il y a effectivement le transport maritime, il a une obligation de réduire de 90% ses émissions d'ici 2050. Et ça passe par des carburants alternatifs, mais ça va aussi passer, et ça fait partie des choses que je promeus, par du transport, de la propulsion vélique complémentaire qui peut réduire les émissions. Et voilà, la navigation à la voile peut à nouveau avoir revient sur la scène. Voilà, donc en fait, il faut agir sur
beaucoup de domaines. Et quand on va développer des énergies marines en mer, faire attention de ne pas détruire les écosystèmes et les habitats. Et moi, je pousse aussi là ce concept d'infrastructure maritime à impact positif, de manière à ce que ces infrastructures soient conçues pour permettre de régénérer l'océan. Alors justement, on parlait un petit peu d'économie de la mer. L'économie de la mer, c'est pas simplement du fret, c'est aussi tout un écosystème. On l'a vu d'ailleurs, et je pense que vous avez été presque au cœur des négociations autour des questions de la pêche. On voit que les pêcheurs sont extrêmement impactés, et on pense au Brexit, mais pas que. L'économie de la mer aujourd'hui, quels sont les enjeux ou les leviers sur lesquels il faut aller? Qu'est-ce qui reste à développer ou à inventer autour de cette économie de la mer qu'on appelle assez généralement d'ailleurs l'économie bleue, je crois. Oui, alors effectivement, on parle de l'économie bleue, alors qui était aussi un terme utilisé pour d'autres notions. En fait, ce qu'il faut, c'est développer une économie bleue durable. Moi, j'ai été auteur d'un rapport et d'un avis au Conseil économique, social et environnemental sur justement quels moyens et quelle gouvernance pour l'océan. Et j'exposais que l'économie bleue, elle se compose à la fois on va dire, des activités historiques que sont le transport maritime ou la pêche. On pourrait s'arrêter du reste un moment sur la pêche. Elle subit les pressions, mais elle impacte elle aussi. Donc il y a un énorme travail à faire sur la réduction des impacts de la pêche, travailler sur les navires, travailler sur les engins de pêche, etc., etc. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle l'économie bleue émergente, les biotechnologies, les énergies marines. Quand je parle des biotech, vous savez qu'à mesure qu'on découvre de nouvelles ressources génétiques en mer, on fabrique de nouveaux médicaments, etc. Enfin, on va fabriquer de l'énergie à partir d'algues, etc., etc. Et puis il y a le tourisme qui fait partie, qui est un peu à la frontière entre l'historique et l'émergent, parce que le tourisme lié à la mer, il est quand même récent. Et l'air de rien, la moitié du chiffre d'affaires lié à la mer se situe dans le tourisme. C'est le tourisme qui le réalise, hein, donc il faut avoir ça en tête. Mais vous n'avez pas de tourisme côtier si vous avez des eaux polluées. Donc voilà, les leviers pour répondre à votre question. La question à laquelle on a tenté de répondre au Grenelle de la mer est toujours la question qui est essentielle. C'est oui, notre avenir est avec la mer. Ça, c'est vraiment le constat qu'on a eu véritablement avec tous les acteurs du monde maritime. L'humanité a un avenir avec la mer, et pas uniquement les citoyens qui vivent au bord de la mer, mais ceux au regard de tout ce que fournit la mer à l'humanité. Mais la condition pour que cet avenir soit réel, c'est de mieux connaître, de mieux préserver, de gérer beaucoup plus durablement et de mieux organiser ce qu'on appelle la gouvernance, d'avoir une meilleure gouvernance de la mer, parce que le problème de la mer, c'est que on vient d'évoquer différents sujets qui eux-mêmes sont traités de manière totalement en silo. Si je vous parle de transport, ça va être dans un ministère. Je vous parle d'énergie, ça va être dans une autre direction générale. Je vais vous dire, vous qui êtes un adepte des ODD, ce qu'il faut, c'est absolument mettre en œuvre une vision, ce qu'on appelle le mapping des ODD, en mettant l'ODD 14 au milieu. Cet ODD, c'est 14, c'est celui qui est lié à la vie aquatique. Eh bien, il est en relation avec les 16 autres objectifs du développement durable. Et donc, en fait, il faut arriver à avoir cette approche intégrée. C'est-à-dire, pour parler de manière plus précise, l'ODD 1, c'est pas de pauvreté, le 2, c'est la faim. Il y a 3 milliards d'individus sur Terre qui ne trouvent leurs ressources en protéines que de la mer. Il faut avoir une vision stratégique avec la mer, c'est-à-dire considérer que c'est un atout essentiel pour l'humanité et donc la mettre... il faut que politiquement en faire un sujet, un objet politique, et pas que ce soit la dernière roue du carrosse. Voilà. Alors, dans ce podcast solidaire, on donne toujours la parole à une association qui va recevoir quelques euros, donc plus ce sera liké et partagé. On vous fait confiance, Catherine Chabot, pour le partager aussi très largement, ce podcast. On va s'intéresser, et on va les recevoir d'ici quelques instants, à l'association Les Paniers de la Mer. Ça prouve aussi, et ça, la navigatrice que vous êtes ne peut pas le nier, il y a une forme de grande solidarité dans le monde de la mer, et là, on a une association qui a trouvé un moyen d'être solidaire. Vous parliez de 0,7
zéro pauvreté, zéro faim dans le monde, eh bien, c'est une part de la solution que les paniers de la mer mettent en œuvre. Les paniers de la mer, c'est à la fois un sujet de solidarité qui est absolument exemplaire, je trouve. C'est aussi un sujet anti-gaspillage. Et je suis assez bluffée parce que les paniers de la mer, ils ont déjà quelques années, me semble-t-il. Hein. Ah oui. Je pense que cette initiative, voilà, maintenant qu'on en parle, vous et moi, j'aimerais bien la voir se développer ailleurs au niveau européen. Eh ben, écoutez. Parce que je pense qu'au niveau européen, on a partout, bien évidemment au niveau international, mais voilà, je pense qu'elle pourrait faire des petits frères et des petites sœurs à l'échelle européenne. Merci beaucoup Catherine Chabot d'avoir échangé avec nous dans le cadre de ce podcast solidaire. Nous on fait une micro-pause dans ce podcast et on se retrouve tout de suite après avec justement les paniers de la mer qui vont nous en dire un peu plus sur leur action et peut-être sur leur développement futur et à venir. Merci beaucoup Catherine Chabot, à très bientôt. Merci à vous. Voilà, et on retrouve Jean-Marie Lebuan, qui est directeur de la Fédération des paniers de la mer. Comme je vous l'annonçais au début de ce podcast, eh bien, nous avons l'un des lauréats de cet appel à projet maritime. Il a été lauréat en 2020, le prix a été remis en 2021. Bonjour Jean-Marie Lebuan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans ce podcast solidaire. On va parler donc de l'appel à projet maritime. On l'a entendu à l'instant, Catherine Chabot, qui est la marraine de ce podcast. Et nous le rappelons aussi que chaque écoute, chaque like, chaque partage va vous rapporter quelques euros pour vous aider à construire votre projet associatif. Catherine Chabot le disait à l'instant, les paniers de la mer, je ne connaissais pas, mais en découvrant leur action, je pense que ça doit prendre un déploiement européen. Jean-Marie Lebuan, je pense que vous êtes flatté quand une députée européenne, Catherine Chabot, navigatrice, protectrice des océans presque, ouvre en disant qu'il faut que les paniers de la mer se déploient au niveau européen. Oui, c'est toujours une bonne reconnaissance, effectivement, de voir des personnes qu'on ne connaît pas du tout, qu'on ne côtoie pas, s'intéresser à notre projet et voilà, en dire du bien. C'est vrai que pour les bénévoles et les salariés de notre association, c'est toujours intéressant et ça fait plaisir, effectivement. Évidemment, on n'a pas encore dit exactement ce qu'était le panier de la mer, même si Catherine Chabot en a déployé quelques axes. Les paniers de la mer, donc c'est ce que j'appellerais, moi, l'économie circulaire de la mer, c'est-à-dire cette manière de pouvoir réutiliser les invendus pour pouvoir faire bénéficier celles et ceux qui seraient en pénurie de nourriture, de pouvoir manger. C'est ça l'idée de base des paniers de la mer, de ses fondateurs? Exactement. L'idée des paniers de la mer, c'est d'organiser, de développer au profit de l'aide alimentaire une offre de produits, des invendus de la mer qu'on récupère, qui vont être travaillés dans des ateliers d'insertion. Donc on a à la fois le volet insertion, on a le volet lutte contre le gaspillage alimentaire, et on a le volet aide alimentaire, donc retour des denrées invendues au profit des personnes qui en ont le plus besoin. Comment est né ce projet et il y a combien de temps déjà, Jean-Marie Lebuan? Alors la première initiative Panier de la mer, elle a 25 ans. Ça a été créé dans le pays bigoudin. À l'origine, c'était les associations d'aide alimentaire comme le Secours populaire français du Finistère du coup et la Banque alimentaire du Finistère qui voyaient du poisson qui était perdu, qui était dans les poubelles au niveau des criées. Et eux, ils ne distribuaient pas de poissons, parce que c'est vrai qu'il y a une chaîne du froid, il y a de certaines logistiques à mettre en place. Et ils ont eu la bonne idée de se regrouper pour valoriser ce poisson. 25 ans de vie associative des paniers de la mer. Aujourd'hui, c'est à la fois une chaîne de solidarité, une chaîne qui permet de fournir celles et ceux qui auraient besoin de manger de produits du maritime. Ça va plus loin maintenant, c'est aussi un chantier d'insertion? Alors en fait, on a 5 chantiers d'insertion. Alors d'une initiative locale où il y avait un chantier d'insertion dans le Finistère Sud. Donc actuellement, dans le Finistère Sud, notre atelier est à Saint-Guénolé à Pamar. On a actuellement 5 ateliers chantiers d'insertion. Donc un à Lorient, un à Saint-Malo, un à Fécamp et un dernier à Boulogne-sur-Mer. Donc, alors, qui dit chantier, ils y font quoi dans ces chantiers d'insertion? Chaque chantier est différent avec une activité différente? Alors il y a un socle commun, c'est-à-dire que chaque atelier va récupérer des invendus de poissons. Ils vont faire du filetage, ils vont faire de la découpe de poisson pour que le poisson soit prêt à être mangé. Ils vont surgeler le poisson et ils vont le conditionner en palette.
L'idée étant que ça soit simplifié pour les associations d'aide alimentaire lorsqu'ils vont récupérer le poisson, qu'ils aient une date de consommation suffisamment importante pour pouvoir le distribuer après localement, et que ce soit facile pour les personnes accueillies de récupérer des sachets d'1 kilo pour pouvoir mettre dans leur surgélateur et puis manger au fur et à mesure de leurs besoins. Chantier d'insertion, distribution alimentaire, quelle est la part de l'engagement bénévole au sein des Paniers de la Mer? Comment on peut venir vous aider si on est dans votre secteur ou dans les différents secteurs pour pouvoir venir aussi apporter sa contribution au Panier de la Mer? Alors c'est une très bonne question. Selon les endroits, on n'a pas forcément les mêmes besoins non plus. Déjà au niveau de l'organisation et de la gestion des Paniers de la Mer, chaque structure a des besoins effectivement, que ce soit pour des démonstrations de soupe de poisson, ça peut être pour du travail administratif. Notamment la Fédération nationale, on voudrait expédier des recettes de cuisine aux associations qui nous commandent du poisson. Il y a des structures qui organisent des plateaux repas, enfin une activité traiteur. Voilà, il y a différentes structures. On en a cinq différentes et elles ont des besoins différents. Mais effectivement, ne serait-ce que pour faire connaître l'association, on a notamment vendre la soupe de poisson. Voilà, on peut avoir des besoins, pas forcément des gros besoins par rapport à des associations de distribution d'aide alimentaire, parce que nous on n'est pas en contact direct. C'est plus, si je comprends bien, ce sont plus des engagements de type un peu administratif, de bénévolat, d'accompagnement, de support que du bénévolat d'action, on va dire, comme on peut trouver dans certaines associations caritatives ou d'aide alimentaire. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et puis on peut aussi nous aider en nous faisant des dons. Alors, c'est quoi les projets de développement et de déploiement des Paniers de la Mer? Alors, on l'a bien compris, peut-être le niveau européen avec Catherine Chabot, mais au-delà de ça, dans les cartons aujourd'hui, c'est quoi les grands projets des Paniers de la Mer? Alors, on a plusieurs grands projets en cours ou qui vont se mettre en place. On a un premier de réalisation de plats cuisinés à Boulogne-sur-Mer, où là, on récupère justement des poissons, enfin des invendus de poissons qui sont trop petits pour être distribués tels que. Donc on est en train de mettre en place des brandades de poissons avec une entreprise du pays boulonnais. Dans le Finistère Sud, on est en train de faire une étude pour voir si on peut couper du poisson surgelé, parce qu'actuellement du poisson surgelé, on peut pas le travailler. S'il faut le couper, on sait pas faire. Donc là, on est en train avec une trancheuse de mettre en place un protocole et de voir un peu ce qu'on peut faire avec et comment est-ce qu'on peut augmenter notre activité et pallier aussi à des périodes un peu plus calmes, parce que les invendus de la mer, parfois il y en a beaucoup et on peut pas tout absorber, et parfois il y en a pas du tout, et là on est un peu plus embêté. Donc on a ce projet-là qui est en cours et qui a été notamment financé grâce à la fondation Crédit Maritime, et on a un projet aussi de valorisation des araignées de mer en Ille-et-Vilaine, pour essayer de faire de la soupe d'araignée de mer, toujours au profit des associations d'aide alimentaire. Donc c'est ça, c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont réalisés, qui ne sont pas forcément redistribués par les associations d'aide alimentaire, mais dont les profits vont aider les associations d'aide alimentaire à aller dans leurs projets associatifs. Oui, puis alors, la soupe d'araignée de mer, ça sera pour que ça soit au moins en grande partie distribué. Hein. Aussi, d'accord. On distribue aussi de la soupe de poisson déjà. On le fait un petit peu avec des partenariats. On arrive à distribuer entre 2000, l'année dernière on a fait 2000 boîtes de soupe, ce qui est modeste par rapport aux quantités de poissons qu'on distribue habituellement. Surgelé, mais voilà. Mais l'idée c'est d'augmenter aussi ces quantités-là. Donc alors l'année dernière, 2021, vous avez reçu le prix coup de cœur de l'appel à projet de la Fondation Grand Ouest, de la Banque Populaire Grand Ouest. Qu'est-ce que vous retirez? Pourquoi vous avez postulé à ce prix et surtout, comment vous avez abordé cet appel à projet? Comment vous avez déposé votre dossier? Qu'est-ce que ça vous a apporté, au-delà évidemment d'une somme d'argent qui vous a permis d'accompagner votre projet? Alors, ce projet-là, on l'a déposé, j'ai presque envie de dire accidentellement. En fait, c'est un salarié du Crédit Maritime qui nous a contacté et qui nous a dit: votre projet, voilà, je connais un petit peu votre projet, on a discuté, on s'est présenté. Il dit: il faut absolument que vous postuliez
à cet appel à projet. Donc on l'a fait, voilà, on l'a fait bien évidemment parce qu'on a vu l'intérêt pour nous. Et on a eu le grand prix alors que on pensait vraiment pas l'avoir. On était très contents. Et effectivement, au-delà de cette somme d'argent qui nous a permis de boucler notre budget sur notre étude de faisabilité sur le poisson congelé, on a maintenant des relations appuyées, j'ai envie de dire, avec le Crédit Maritime, où voilà, quand ils font des opérations de relationnelles, voilà, on est conviés, voilà, il y a un regard bienveillant, j'ai envie de dire, de leur part sur notre activité. C'est presque un parrainage. C'est presque un double levier, à la fois le levier coup de cœur, ça fait plaisir de voir reconnu l'association, et en même temps un levier d'accompagnement, pas uniquement financier, mais aussi, je vais dire peut-être plus stratégique, avoir une écoute, une oreille attentive du Crédit Maritime, et donc par extension par la Banque Populaire Grand Ouest. Oui, tout à fait. Ils sont vraiment très présents à nos côtés, et voilà, ils nous aident dans le relationnel. Et dans ce podcast, on est aussi un exemple. Un exemple, absolument. Merci beaucoup Jean-Marie Le Buan de de cette belle découverte des paniers de la mer. Moi, je vous propose qu'on retrouve justement deux administrateurs de la Fondation Grand Ouest. Il s'agit de Philippe Renaudin et de Jacques Persson. Tous les deux vont nous expliquer comment, pourquoi déposer son dossier, de quelle manière on le dépose, quels sont les pièges qu'il faut éviter, quels sont les bons biais à prendre. Voilà, on découvre ça tout de suite, juste après cette micro-pause. On retrouve nos deux derniers invités de ce podcast solidaire, Jacques Persson et Philippe Renaudin. Voilà, et on entre dans la troisième partie de ce podcast solidaire après Catherine Chabot et juste après les paniers de la mer qui viennent de nous témoigner de la très belle action qui est mise en place. Je rappelle, les paniers de la mer qui sont les lauréats de l'appel à projet maritime 2019. On retrouve deux administrateurs de la Fondation Banque Populaire Grand Ouest. L'un est bénévole, il s'agit de Jacques Persson, enfin ils sont tous les deux bénévoles, mais l'un est salarié de la Banque Populaire Grand Ouest. Il s'agit donc de Philippe Renaudin, qui est directeur de la filiale maritime à la Banque Populaire Grand Ouest. Bonjour Philippe. Bonjour. Et puis Jacques Persson, ancien chef d'entreprise dans une filière maritime, aujourd'hui administrateur de la Banque Populaire Grand Ouest et trésorier de la Fondation. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors avec vous, on va essayer de comprendre un peu mieux ce qu'est cet appel à projet maritime. On a entendu dans des podcasts précédents qu'il y avait différents appels à projet au sein de la Fondation Grand Ouest. Dans cette fondation et dans ces appels à projet, il y en avait un sur la culture, il y en a eu un autre sur la recherche. Et là, on rentre dans un autre sujet, une autre filière, qui est la filière du maritime. Jacques, je vais commencer peut-être par vous. Vous étiez chef d'entreprise dans une filière du maritime. Aujourd'hui, vous êtes plutôt engagé en tant que bénévole au sein de l'administration de la BPGO et puis de la Fondation. On vient d'entendre les paniers de la mer. On en parlait avec Catherine Chabot. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Vous connaissiez, vous étiez déjà dans le jury qui a donné ce prix au panier de la mer. Pourquoi cette association, plus qu'une autre d'ailleurs à ce moment-là ? Oui, absolument. Et c'est même été considéré comme notre coup de cœur. Alors, les paniers de la mer, surtout parce que c'est une association nationale qui récupère tous les invendus de poissons dans les criées. Ensuite, il les conditionne en portions et il les redistribue auprès des associations d'aide alimentaire. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect utilisation de ce qui aurait été des déchets. Il y a aussi le fait qu'ils ont 5 chantiers d'insertion qui conditionnent en portions tous ces produits-là. Ça représente des quantités phénoménales. Alors Philippe Renaudin, vous êtes directeur, donc vous êtes administrateur de la Fondation, mais aussi directeur de la filière maritime à la Banque Populaire Grand Ouest. La filière maritime, Philippe Renaudin, c'est quoi aujourd'hui et à quoi s'intéresse cette filière maritime en termes économiques ? C'est une filière d'avenir ? Alors c'est à la fois une filière historique et une filière d'avenir. On entend bien évidemment toutes les activités primaires que sont la pêche et les cultures marines qui sont très présentes sur notre territoire, le territoire du Grand Ouest, et qui plus est chez nous, puisque nous gérons également la marque Crédit Maritime qui est née par et pour accompagner les projets du monde maritime. Mais au-delà de la pêche, culture marine, on a toutes les activités qui sont liées avec le nautisme, la plaisance, la construction navale, les activités portuaires, l'aménagement du littoral, le tourisme du littoral, ça pour les activités
traditionnels et qui sont également en évolution. Et on intègre toutes les activités plus émergentes, où là, on va retrouver de nouveaux métiers, de nouvelles entreprises, de nouvelles technologies. Je pense notamment aux énergies marines renouvelables, avec le premier parc d'ailleurs éolien au large de Guérande très, très prochainement, qui fonctionnera, et ainsi que toutes les biotechnologies. Donc aujourd'hui, on a foison d'entreprises, de grandes entreprises, mais également de beaucoup de PME sur notre territoire qui accompagnent et qui dynamisent le secteur de l'activité maritime. Alors, on va parler de manière un peu plus formelle maintenant de cet appel à projet maritime. C'est un appel à projet assez récent, hein. Je crois qu'on en est au 3e ou 4e appel à projet sur la Fondation, sur la filière maritime, Philippe. Oui, ce sera effectivement la 4e édition fin 2022 où nous lancerons donc ce nouvel appel à projet. Et nous, il nous a semblé important, j'allais dire, de mettre à l'honneur et d'accompagner surtout les associations, là aussi, quelle que soit leur taille, pour les aider, les accompagner dans leur projet de développement. Alors justement, à qui s'adresse cet appel à projet ? Est-ce qu'il y a plusieurs thématiques ? Est-ce que n'importe quelle association peut postuler ? Quels sont un petit peu les éléments techniques pour pouvoir répondre à cet appel à projet ? Alors, quelle que soit la taille, par rapport à votre première question, quelle que soit la taille, et ça c'est important, on évoquait les Paniers de la Mer, qui est une association importante d'envergure nationale, mais on a beaucoup également d'associations régionales, voire même locales. Les différents thèmes que nous, on souhaite accompagner et qui nous sont présentés, c'est tout ce qui va toucher bien sûr à l'environnement, à la protection de la biodiversité, tout ce qui est en lien également avec la sauvegarde du patrimoine. On a beaucoup de projets en lien avec des rénovations, réfections de vieux bateaux, idéalement de vieilles pierres, des phares par exemple. Les projets en lien avec la solidarité, c'est important, vous évoquiez tout à l'heure la solidarité des gens de mer, c'est une réalité, et on a des projets, on a des associations aussi qui contribuent dans cette solidarité. Et le dernier, c'est pas un des moindres, c'est toutes les associations qui vont être là pour sensibiliser. Alors, on parle souvent du jeune public, mais pas que le jeune public, qui vont sensibiliser le public aux grands enjeux, et notamment environnementaux, qui sont face à nous autour du maritime. Alors combien de catégories, et puis à quel niveau les remises de prix, Philippe ? Alors aujourd'hui, on a donc ces quatre grandes catégories. L'an dernier, on a pu récompenser sur l'édition 2021, on a récompensé 24 projets d'associations sur un peu plus de 45 dossiers qui nous ont été présentés, ce qui représentait une budget, une enveloppe globale d'un peu plus de 138 000 euros. Et on a un grand prix, ce qu'on appelle le prix coup de cœur, et donc c'était effectivement les Paniers de la Mer pour l'édition 2019, qui lui-même a été accompagné à hauteur de 20 000 euros, mais sinon on est sur des fourchettes entre 3 et 10 000 euros pour accompagner les différents projets de ces associations. Donc Jacques, vous recevez, et Philippe vous recevez, et puis les équipes vous recevez cette cinquantaine de dossiers. Si on devait donner quelques conseils à ceux qui vont envoyer leur candidature, quels sont les bons conseils que vous voulez donner ? Qu'est-ce qui vous touche, vous, d'abord, dans un dossier ? Est-ce qu'il vaut mieux favoriser la forme, le fond ? Dites-nous-en un peu plus, Jacques. Alors c'est très important de favoriser le fond. On se réunit en comité de sélection et donc on examine la totalité de ces dossiers-là. Si le dossier fait preuve d'un peu d'innovation, les principes importants qu'on a cités tout à l'heure de solidarité, d'environnement et autres sont pris en compte, c'est beaucoup plus favorable. Si je vous donne un exemple, par exemple, vous avez si on nous propose une rénovation de coque, une vieille coque qui est à remettre en état, si c'est rénové pour rénover, je ne suis pas sûr qu'il soit primé. Mais par contre, si il intègre là-dessus, si ça débouche sur une utilisation qui prendra en compte l'environnement, si ça permet en plus de faire naviguer des publics fragilisés,
là, la solidarité, il a beaucoup plus de chances d'être primé que une réparation pure, quoi. Et alors, qu'est-ce qui va... Philippe, ça se bataille sec en jury, parce que 50 dossiers, 4-5 primés, il faut faire un choix. Il y en a 45 qui, malheureusement, ne recevront pas grand-chose. Alors, c'est pas tout à fait 4-5 primés, c'est 4-5 primés parmi les plus grosses dotations. Par contre, l'an dernier, on a quand même récompensé 24 projets. Donc c'est 1 sur 2 quasiment. C'est quasiment la moitié, 1 sur 2. Donc oui, effectivement, il y a des échanges, il y a des échanges nombreux, parce qu'en plus, on a chacun une grille de lecture particulière, et c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de ce jury. Il y a un point qui est important par rapport à ce que vous évoquiez avec Jacques là, juste à l'instant. Un des critères aussi important, c'est que la Fondation va accompagner dans le cadre de budget pour développer un projet bien particulier, et non pas un budget de fonctionnement. C'est ça c'est important. C'est important de le souligner. Donc c'est vrai qu'on va être très attentif à ce que les fonds qu'on va pouvoir apporter vont permettre d'accompagner ce projet en particulier, même si le fonctionnement, on sait qu'il faut de l'argent pour faire fonctionner une association, mais c'est vraiment un maître mot qu'on s'est fixé pour pouvoir accompagner. Jacques, les paniers de la mer, quand vous les avez primés, c'était un coup de cœur unanime de l'ensemble du jury, ou il y a eu un peu de débat quand même ? Il y a eu un peu de débat parce qu'il y avait plusieurs coups de cœur qui étaient sollicités, et puis à la fin on vote, et c'est au nombre effectivement de votants qui assurent le soutien que l'élu est récompensé. Et effectivement, il y a plusieurs thèmes. Mais ceci dit, sur ce projet-là et sur ce dossier des paniers de la mer, il y avait quand même eu une forte majorité, pour ne pas dire un consensus, parce que c'était vraiment intéressant et ça recouvrait toutes nos valeurs. Toutes vos valeurs. Philippe, redites-nous tout ça, ce dossier, il est à déposer avant quand ? Si on veut se renseigner, on va où ? Donnons des choses très pratico-pratiques là. Alors, très pratico-pratique, vous allez sur le site de la Fondation Grand Ouest, donc la fondation de la Banque Populaire Grand Ouest, et nous allons mettre très prochainement en ligne les éléments pour pouvoir concourir à cette nouvelle appel à projet que nous allons lancer courant du mois de septembre, dans la première décade du mois de septembre, et jusqu'à fin octobre, les associations pourront déposer leur projet, et tout ça sera précisé de façon très claire courant du mois d'août sur le site. Merci beaucoup Jacques Persson, merci beaucoup Philippe Renaudin pour cet échange. Je rappelle à tous nos auditeurs que ce podcast il est solidaire aussi, c'est-à-dire que plus vous l'écoutez, plus vous le partagez, plus il est liké, plus les paniers de la mer recevront une petite dotation supplémentaire pour accompagner leur action. Vous les avez entendus, c'est un très très beau projet, donc plus vous le partagez, plus vous le likez, et bien plus nous pourrons, le fonds de dotation et la fondation pourront donner quelques euros supplémentaires pour accompagner donc le développement des paniers de la mer. Merci à tous les invités de ce podcast solidaire, à Catherine Chabot, merci aux paniers de la mer, merci à Jacques Persson et à Philippe Renaudin d'avoir été nos invités. Nous on se retrouve très très prochainement dans un nouveau podcast solidaire. N'oubliez pas, vous pouvez être généreux avec vos oreilles, ça vous coûte rien sinon d'écouter, de partager, donc allez-y largement. Merci à toutes et à tous, à très bientôt, au revoir.